Mon idée principale, c'est de faire un peu une photographie 2015 de ce que sont encore les colites graves qu'on peut rencontrer en réanimation. 1. 2. Encourager surtout les équipes infirmières, puisque c'est un vrai problème à partir du moment où la lumière de ce tube s'évacue et s'évacue de manière répétée. Et c'est une source de conflit souvent dans la prise en charge, puisque c'est très décourageant, les équipes s'alternent et doivent rester motivées. Alors, c'est pour ça que je voulais d'abord commencer par une petite chose et dire avant tout que les colites graves ou les colites sévères, ce n'est pas uniquement de la diarrhée. Les problématiques de diarrhée sont des problématiques constantes en réanimation, que malheureusement, les causes de ces diarrhées les plus fréquentes sont des soucis essentiellement de malabsorption ou de débit de nutrition, combinés à des soucis de perfusion, ou les trois ensemble, et que malheureusement, de ce point de vue-là, les seules choses qu'on peut dire, c'est que le malade que l'on veut nourrir, il va falloir résister à la tentation de ne plus le nourrir pour des raisons de diarrhée, et ça, c'est un problème au quotidien que vous rencontrez tous, que ce soit en réanimation médicale ou en réanimation chirurgicale. Ceci dit, et cette dia juste pour simplement l'illustrer, vous voyez ici une corrélation entre le volume des selles et la balance métabolique protidique chez ces malades et les déficits énergétiques avec, par voie de conséquence, une diminution de l'absorption. Donc, il est clair que nos malades que nous rencontrons en réa et qui déjà ont des soucis de diarrhée importants, si on vient rajouter l'élément de vouloir freiner, voire arrêter la nutrition, on vient encore aggraver le déficit énergétique et le déficit protidique chez ces patients avec un impact sur l'avenir. Donc là, c'est de nouveau un message d'encouragement. Demandez à vos équipes médicales de faire un effort sur le choix du nutriment, sur peut-être le débit, mais s'il vous plaît, n'arrêtez pas systématiquement les nutritions chez les malades qui ont des diarrhées. Ça a de multiples impacts, dont celui de la nutrition, bien entendu, avec ses conséquences sur la durée de séjour, voire la mortalité. Mais même, il faut bien voir la nutrition comme une intervention pharmacologique, puisque nourrir, c'est aussi nourrir le tube digestif. Et le tube digestif reste une barrière. On a parlé tout à l'heure des questions de translocation. Le tube digestif reste une barrière importante, justement, à cette translocation. Donc, si on peut nourrir le tube, c'est important. Si on aborde véritablement la problématique des colites sévères ou des colites graves, comme je vous l'ai dit, il reste à l'heure actuelle un petit nombre d'admissions pour des raisons de colite sévère ou surtout des colites qui se développent durant le séjour en réanimation. Alors, il est certain, quand on pense à colite grave, on pense avant tout aux diarrhées infectieuses et essentiellement à la colite liée au Clostridium difficile. Il y a quelques années, on voyait pas mal aussi de pathologies coliques sévères en rapport avec le HIV, mais la prise en charge thérapeutique les a fait quasiment disparaître. Et si on remonte il y a 15-20 ans, pas mal de ces malades-là étaient parfois admis dans des tableaux de complications systémiques liées à ces atteintes inflammatoires et diarrhéiques sévères. Aujourd'hui, le Clostridium difficile reste une problématique importante, mais qui est variable d'un hôpital à l'autre, d'un pays à l'autre. Les États-Unis et le Canada ont été beaucoup plus affectés que l'Europe. Toutefois, quand on regarde, je ne sais pas s'il y a un suivi chez vous, de l'incidence des infections à Clostridium, on voit qu'on est dans un niveau plus bas, mais qui reste assez constant. Et surtout avec une population vieillissante, c'est une incidence qui, au total, en nombre absolu, ne diminue pas. Deuxième type de pathologie colique sévère, et là c'est très centre spécifique, c'est-à-dire ça dépend des pathologies que vous prenez en charge, mais ce qu'on voit de plus en plus, et croissant au cours des 10 dernières années, c'est ce que j'appelle les chemothérapies induced, donc les colites induites par les traitements de chimiothérapie, où vous avez quantité de malades de type hématologique ou oncologique qui viennent avec des mucites, des tableaux parfois impressionnants et dramatiques, et qui combinent souvent aussi ce qu'on appelle la colite neutropénique, où vous avez un processus inflammatoire et probablement lié à de la translocation dans la muqueuse du grêle, mais surtout du côlon, avec des tableaux parfois très difficiles à contrôler et une grande limitation d'un point de vue thérapeutique. On est assez démunis de ce point de vue-là, puisque bien souvent, il va falloir attendre une régénération de cette muqueuse, qui n'est pas toujours facile à obtenir, compte tenu du cercle vicieux qu'on a avec un processus infectieux qui peut être associé. On a encore un petit nombre de colites, et on va le classer dans les colites, puisqu'elles touchent une évacuation importante de matériel, dont du sang, qui sont les colites ulcératives ou les rectocolites ulcéro-hémorragiques. Là aussi, on voit son incidence comme cause d'admission en réa diminuer de manière dramatique, parce qu'en amont,
la prise en charge de ces rectocolites a changé de manière importante au cours des 10-15 dernières années et ne reste principalement que des échappements, voire des non-compliances au traitement qui font qu'on en retrouve encore. Ceci dit, j'ai mis les colites ulcératives, mais on va dire dans des colites avec des processus hémorragiques, on a quand même un certain nombre de patients âgés où là on va retomber dans la 4e catégorie qui sont les tableaux vasculaires et donc principalement ischémiques. Et là par contre, je ne sais pas quelle est votre expérience, mais moi je suis impressionné de voir sur les 10 dernières années l'incidence qu'on a de colites ischémiques qu'on n'avait pas il y a 10 ans. Et je crois que le facteur principal, c'est avant tout une population vieillissante et tarée sur le plan vasculaire, mais également, on va y revenir, sur les prises en charge du choc avec des malades qu'on maintient en vie plus longtemps et qui feront des complications ultérieurement. Alors, premier volet que j'ai abordé dans les colites sévères, c'est celui des colites liées aux infections à Clostridium difficile. Vous avez ici une photographie d'une muqueuse du côlon. Vous imaginez bien à quel point l'atteinte peut être sévère. Ce sont des gens qui, outre ce qui vous frappe le plus, c'est-à-dire la diarrhée, hémorragique ou non hémorragique, vont avoir un tableau toxisystémique qui peut être majeur. Alors, on ne voit que la pointe de l'iceberg, heureusement. La vaste majorité des colites liées au Clostridium sont traitées dans des services réguliers, que ce soit la gériatrie, que ce soit la médecine interne, et la plupart, on ne les voit pas arriver jusqu'en réanimation. Ceux qu'on voit arriver en réanimation sont bien entendu des formes sévères, arrivant pour ce motif, voire parfois se développant en réanimation, et vous voyez à quel point l'atteinte histologique, et vous le voyez ici en macroscopique, est importante, et que ces mêmes muqueuses peuvent être le siège non seulement d'ulcération, mais d'ischémie, de nécrose et de perforation. Et tout le travail dans votre prise en charge et la nôtre, c'est de détecter suffisamment tôt les malades qui vont mal évoluer, puisque, comme je vous l'ai dit, c'est bien souvent dans des populations plus âgées, donc avec une réserve physiologique qui est excessivement faible. Alors, on a un certain nombre de choses dans la prise en charge et surtout dans la prédiction de la sévérité pour justement détecter ces malades suffisamment tôt. Et plusieurs se sont amusés à étudier les facteurs de risque dans une analyse logistique de régression où on regarde les facteurs qui sont indépendants et qui prédisent le risque de développement d'une forme sévère. Vous voyez que ce n'est pas surprenant. Ceux qui ont une insuffisance rénale, la question est de voir quelle est la poule de l'œuf, sont ceux qui ont des formes plus sévères ou qui évoluent sur un mode plus sévère. Je pense que ça, c'est avant tout des causes volémiques et des pertes de volume qui va déterminer ça. Vous voyez que finalement, l'âge n'a pas un poids important puisque le risque est proche de 1. L'utilisation d'agents qui vont altérer la motilité intestinale comme les morphiniques ont un poids important dans l'évolution de la sévérité et on va rejoindre la problématique de distension alors d'un côlon qui est déjà dilaté et qui souffre éventuellement et où on va rajouter une composante de nature ischémique avec un risque plus grand de perforation. Mais de manière surprenante, l'utilisation des IPP, qui est quand même quelque chose de constant ou d'assez constant en réanimation, est associée à un risque de sévérité beaucoup plus grand et l'explication est difficile à trouver. Alors, quels sont les risques de mortalité dans cette même population? Vous voyez ici les facteurs qui ont été étudiés, qui sont l'âge, les blancs, l'utilisation de vasopresseurs, l'intubation, une antibiothérapie ou une chirurgie associée pour contrôler cette colite à Clostridium dans les formes dites fulminantes. Vous voyez que le poids de l'âge existe, mais il est statistiquement différent, c'est vrai, mais ce n'est pas la variable, ou en tout cas le facteur qui est le plus associé à la mortalité, bien que l'effectif n'est pas gigantesque, donc on peut malgré tout se tromper de ce point de vue-là. Restons quand même avec l'idée que ces gens âgés ont une réserve physiologique qui est moindre, donc ils doivent être certainement pris encore plus tôt. La présence d'une leucocytose, mais pas une petite leucocytose, 35 000 blancs par millimètre cube, ou d'une neutropénie sont associés à une mortalité plus grande, ce n'est pas surprenant. L'utilisation de vasopresseurs témoigne simplement de la sévérité et donc sont associés à une mortalité plus grande, ce n'est pas surprenant. Il en est de même pour l'intubation, on n'intube pas un côlon, on intube un patient, donc ce qui veut dire que grosso modo, ça veut dire que c'est la sévérité qui a conduit à l'intubation, donc ce n'est pas surprenant. Vous voyez par contre que l'utilisation de vancomycine, et là j'ai volontairement pris cette variable-là, semble associée avec une meilleure survie. Donc il est clair que les recommandations à ce jour sont depuis longtemps restées sur l'utilisation du métronidazole, donc du flagyl, dans les colites à Clostridium,
Mais dans les formes dites sévères, et les facteurs de risque, c'est quoi? C'est justement la présence d'une insuffisance rénale, d'une leucocytose importante ou de besoin vasopresseur. Il est recommandé de démarrer d'emblée par la vancomycine. On abordera d'autres traitements par la suite aussi. On voit que, bien entendu, la mortalité n'est pas différente quand on a dû faire une colectomie, mais par définition, on a sélectionné les malades probablement plus sévères. Donc, ce n'est pas surprenant que ça ne change pas par rapport à ceux qui n'ont pas eu de colectomie. C'est que probablement, ils n'en avaient pas besoin. Et donc, si on cumule 1, 2 ou 3 facteurs de risque, vous voyez que malgré tout, s'il n'y en a aucun de ces facteurs de risque, on a une mortalité qui est nulle. Alors que dès que vous en avez 1, 2 ou 3, vous montez à des mortalités qui atteignent jusque des 50%. Le nombre de décès liés au Clostridium aux États-Unis, que ce soit de manière directe ou indirecte, se chiffre en dizaines de milliers. Donc c'est quelque chose qui est une affection, en tout cas, qui interpelle la communauté en général aux États-Unis et sur lequel beaucoup d'investissements ont été faits. Ceci dit, si on voit les recommandations, il y a eu beaucoup de développement de nouveaux traitements, que ce soit des anticorps monoclonaux dirigés contre le Clostridium, de nouvelles générations d'antibiotiques. Le bénéfice de ces nouvelles générations de traitements existe, toutefois la règle de recommandation numéro 1 reste le métronidazole pour les formes peu sévères et probablement chez ceux qui ont un facteur de risque de mortalité plus grand d'entamer directement la vancomycine par voie orale, voire par lavement au niveau rectal. De détecter suffisamment rapidement ceux qui se détériorent sous ce traitement de façon à engager une discussion sur un traitement chirurgical, c'est-à-dire aller jusqu'à la colectomie, de nouveau suivant précoce. Quelque chose a changé malgré tout au cours de ces 2-3 dernières années. Les Hollandais se sont toujours beaucoup intéressés au tube, soit en le décontaminant, soit ici en le contaminant. Et l'étude a été interpellante, je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu ça, mais les Hollandais ont proposé la greffe de selles de donneurs fatalement vivants, généralement de la famille, apparentés. C'est un processus relativement complexe puisque, pour le goût, il faut l'injecter directement dans le duodénum. Ça, c'est une première chose. Et deuxièmement, il faut s'assurer de l'absence de pathologie chez le donneur, bien entendu. Mais dans cette étude qui a porté sur un effectif d'une centaine de malades, ils ont comparé un traitement avec de la vancomycine, par voie orale, un traitement avec la vancomycine plus un lavement par de la vancomycine versus l'administration de sel directement dans le duodénum. Et cette greffe de sel a été associée à un changement dramatique. Vous voyez ici les pourcentages de guérison avec la vancomycine ou avec le lavement avec la vancomycine. Vous voyez qu'on atteint des 25 à des 30%. Alors que la greffe de sel est associée à un succès de 80 à 90%, donc quelque chose qui est un changement dramatique. Alors je ne sais pas si vos services ont déjà fait l'expérience de greffe de sel. Nous n'avons encore qu'un petit nombre, parce qu'on reste toujours dans un débat sur qui, quoi, comment, et puis tout le process de conditionnement des selles du donneur. Mais il est certain que preuve est faite en tout cas que ces greffes de sel ont un effet dramatiquement positif sur ces formes sévères de colite, et en particulier les formes récurrentes qui ont échappé à un premier, voire un deuxième traitement antibiotique par voie orale ou par lavement. Je pense qu'on va clarifier dans les années qui viennent de plus en plus ceux qui peuvent en bénéficier. Je pense qu'on va faciliter le processus d'organisation. Je ne sais pas sur une proposition de banque de donneurs de sel, mais à ce stade-ci, pour des raisons qu'on peut comprendre, logistiques et on va dire pseudo-éthiques, il est demandé surtout aux membres de la famille de produire une quantité modérée de sel qui reconstitue en fait une flore. Et il faut se rappeler quand même que la nature est faite dans un combat permanent entre les bactéries qui veulent chacune occuper l'espace. Le fait d'avoir décapité une flore anaérobe par des antibiothérapies prolongées laisse un espace libre de colonisation, et rendre une flore saine par cette forme de greffe est finalement quelque chose de pas si surprenant que ça. Par contre, l'importance des résultats et du bénéfice est vraiment une surprise par rapport à tout le développement, y compris les développements hyper chers d'anticorps monoclonaux. Donc c'est quelque chose de recyclable, de pas cher, de bénéfique, et je vous suggère de vous pencher sur le sujet. L'autre entité dont j'ai déjà un peu parlé, mais je vous ai dit qu'elle est devenue rare, sauf peut-être encore à Saint-Antoine où on doit en voir un grand nombre, puisqu'il y a un recrutement non négligeable de différentes colites inflammatoires, c'est l'entité des colites inflammatoires qui sont d'une part la rectocolite ulcéro-hémorragique et les maladies de Crohn. Dans les deux cas, comme je vous l'ai dit au début, les prises en charge médicamenteuses et traitements immunosuppresseurs
ont complètement transformé le pronostic de cette affection. Et je pense ne voir moins d'une fois par an un malade admis pourtant dans un service médico-chirurgical avec un tropisme digestif, de gens qui viennent avec des colites hémorragiques non contrôlées. C'est généralement des diagnostics nouveaux, avec des gens qui ont échappé au filtre ou des gens qui n'ont pas été compliants dans leur traitement. Ceci dit, ça peut être des tableaux dramatiques quand ils existent, et ne sont pas rares les cas où à ce moment-là, c'est une chirurgie qui est nécessaire, puisqu'ils font des côlons toxiques avec une distension, voire même parfois, comme Catherine en a parlé, des syndromes du compartiment abdominal, et c'est parfois une urgence vitale pour laquelle la colectomie s'impose. Alors ici, un algorithme repris par une équipe, je vous passerai des détails, mais qui vous dit un petit peu ce qu'on peut proposer dans ces tableaux-là. Bien entendu, dans les formes fulminantes, je vous dis diagnostic de novo ou échappement par non-compliance au traitement, eh bien, un traitement stéroïde va être initié et essayé. Et si après 3, 4, 5, 6 jours, on voit qu'on ne contrôle pas la situation, voire que le tableau diarrhéique hémorragique se majore, on y rajoute l'influximab avec de la cyclosporine, et en cas d'échec, il nous reste bien entendu la colectomie. Je vous ai dit, heureusement, c'est devenu un petit nombre de malades. Par contre, entité croissante, et là aussi je ne connais pas votre expérience, mais c'est variable d'un centre à l'autre, ceux qui font beaucoup d'oncologie et surtout d'hématologie reçoivent une population de patients hématologiques pour plusieurs raisons. La cause la plus fréquente d'admission à nos jours, ce n'est pas la bactériémie, parce que les schémas de prophylaxie, voire de décontamination digestive combinés à la prophylaxie, font qu'on a de moins en moins de ces jeunes bactériémies à gram négatifs qui viennent en choc. On a surtout une population qui a changé. Ils sont de plus en plus âgés, d'une part, puisqu'on va de plus en plus loin dans les prises en charge hématologiques. Mais on a aussi des traitements de plus en plus agressifs dans une population plus âgée. Et on voit un bon nombre de syndromes diarrhéiques, dont un certain nombre sont des formes sévères. Toute la difficulté là, c'est le diagnostic, parce que les antibiothérapies prolongées de type prophylaxie, la neutropénie avec ses conséquences sur un tube digestif modifié en termes de flore par une chimiothérapie, avec des mucites induites par la chimiothérapie, donc des altérations de la muqueuse par les traitements de chimio eux-mêmes, font que les trois combinés, on a très facilement une atteinte de cette muqueuse avec une perméation assez fréquente, et si on y rajoute l'effet âge et volume, puisqu'ils ont eu des diarrhées, on se retrouve avec une combinaison d'ischémie, malperfusion, muqueuse décapée par le traitement de chimio, une flore modifiée, et donc le cocktail est réuni pour avoir des tableaux mixtes qui sont à la fois infectieux, inflammatoires, ischémiques. Et on les rencontre fréquemment avec des nouvelles générations de traitements de chimiothérapie. Je ne vais pas vous les lister, mais tous les inhibiteurs aussi de l'angiogénèse, donc qui bloquent la croissance vasculaire des tumeurs, bloquent aussi la croissance vasculaire et la génération des muqueuses, et donc sont associés plus fréquemment avec ce type d'atteinte. C'est un diagnostic pas toujours facile, parce que ces mêmes groupes de malades hématologiques ont reçu souvent une greffe de moelle dans le cadre de leur traitement, et la réaction du greffon contre l'autre vous donne aussi, et ça fait partie de l'entité diagnostique, des tableaux diarrhéiques par une infiltration de la muqueuse du tube. Donc on retrouve une quadrature, voire 5-6 composants qui participent à ces colites. La prise en charge est difficile, puisqu'il est difficile de dégager la poule de l'œuf, et c'est surtout l'évolution naturelle et la récupération de cette neutropénie, combinée à un arrêt des chimiothérapies, ce qui n'est pas toujours évident, puisqu'ils sont dans des schémas de cure répétés tous les mois, avec le temps d'une régénération de la muqueuse, qui vont vous permettre de sortir. Dans les GVH qui sont admises en réa, c'est généralement pas toujours des évolutions hautement favorables. Ils ont déjà échappé à tous les autres traitements qui ont pour but de traiter la réaction du greffon contre l'autre. Et quand ils arrivent dans un tableau d'atteinte du tube digestif et de colite grave, c'est généralement aussi combiné à une atteinte hépatique. Tous ne retournent pas en chambre, vous devez le savoir. Dans ce même groupe de malades, mais pas que dans ce groupe de malades, il y a aussi un certain nombre de colites qui peuvent être sévères par infection à cytomégalovirus. Voici un exemple de muqueuse colique atteinte par du CMV. Alors de nouveau, ce sont souvent des réactivations virales chez des malades immunocompromis ou dans le décours de chimiothérapie, mais ces tableaux peuvent être impressionnants, de durée importante, associés pas qu'à de la diarrhée, mais à de l'hémorragie. Vous voyez ici le nombre de petites ulcérations que l'on peut avoir et les infiltrations qu'on peut avoir dans le tube. Et si on voit la muqueuse du tube ici avec les infiltrations virales qu'on rencontre là, c'est souvent un diagnostic que l'on obtient
pas simplement par une sérologie ou par surtout une PCR au niveau systémique, mais c'est une colonoscopie ou une rectosigmoïdoscopie avec biopsie. Et c'est parfois des choses auxquelles il faut penser, aller les rechercher chez ces gens qu'on a classifiés de colites post-chimiothérapie neutropénique induits par la combinaison antibiothérapie et la malperfusion. Pensez-y dans ces tableaux diarrhéiques de faire une rectosigmoïdoscopie ou de la suggérer, surtout que vous êtes là en plus à changer le lit 17 fois par jour, pour qu'on ne passe pas à côté d'un diagnostic qui permet un traitement, lui, relativement plus facile, même si ça ne guérit pas en 2-3 jours et qu'il faut parfois une bonne semaine avant d'avoir un bénéfice de la prise en charge thérapeutique. Dernier volet, je vais essayer d'être plus rapide là maintenant, c'est l'atteinte ischémique. Et là, clairement, on a une incidence croissante de ce point de vue-là par le vieillissement de la population. C'est soit une cause d'admission, mais c'est souvent des tableaux qui se développent en réanimation de par la prise en charge. On en a parlé tout à l'heure avec la pancréatite et le syndrome du compartiment abdominal, mais c'est aussi beaucoup de malades qu'on a traités pour des chocs, quelles que soient les étiologies, qu'ils soient traumatiques mais surtout septiques, et où on va combiner un tableau d'ischémie reperfusion retardé 2-3 jours après la prise en charge initiale du choc. On semble sortir de la situation systémique parce que le sepsis s'améliore, et au 3e, 4e, 5e jour, voilà que le patient se redégrade, on ne comprend pas bien, on cherche un nouveau foyer infectieux, on cherche une modification antibiotique, et en fait, on tombe assez fréquemment, je trouve, de plus en plus, sur des tableaux d'ischémie intestinale et colique. Ce diagnostic est malheureusement souvent retardé, et on a un grand nombre de décès de par une prise en charge retardée, parce que le diagnostic a été retardé. Voici une image en haut à droite, là. En haut à droite, vous le voyez, où on voit une ischémie qui est facilement diagnostiquée parce qu'il y a une pneumatose, donc il y a carrément de l'air dans la paroi du tube digestif. Ça, c'est un diagnostic facile, malheureusement, qui se termine mal. Vous voyez ici un tableau où l'air du tube digestif allait non seulement sur le côlon, mais même dans la paroi de l'estomac, et il y a un passage d'air dans les vaisseaux hépatiques, donc dans la veine porte et dans les branches portales. Ça, en général, ceux-là ne rentrent pas chez eux. Ce sont des tableaux de ce type-là où on a une atteinte diffuse, complète, voire ici, avec des zones multiples qui font que là aussi, on est très limité d'un point de vue thérapeutique. Donc, mon message, ce n'est pas la prise en charge de ces tableaux-là, c'est surtout d'y penser suffisamment tôt et devant toute dégradation au 3e, 4e, 5e jour d'un tableau initial de choc, de se dire que si vous avez tout à coup un transit modifié, un résidu gastrique plus important, avec un malade qui recommence à avoir besoin des vasopresseurs, de se demander s'il n'y a pas une ischémie intestinale. Pour conclure, les colites sévères ont une épidémiologie qui a changé au cours des 15 dernières années. Même si on voit quelques cas en réanimation de colite à Clostridium difficile, c'est surtout plus des pathologies induites par les traitements agressifs de chimiothérapie qui nous en apportent. Les colites ulcératives sont rares. Pensez au diagnostic des colites ischémiques et à rechercher dans le groupe des immunodéprimés, des CMV, puisque là, on peut les traiter. Je vous remercie.